ça le coup. Elle y passa un bras, une jambe, un genou, arrivant du Jura, car c'est là le chez nous, le pays où est né la vouivre des lavoirs. On passe sans les voir, ils sont abandonnés au cresson des fontaines et à l'écroulement. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Elle a quitté les vignes où l'on fait du vin jaune. Elle est venue en ville car c'est là qu'est la faune, laissant les vieilles poutres, les ruines de châteaux et leurs douves sans eau, sans brochets et sans loutres. Elle a pour privilège la jeunesse éternelle. Chers auditeurs de Tranche de vie, je suis aujourd'hui au bord de la Tardoire, et plus exactement dans les gorges de la Tardoire, près de Montbron, et dans un bâtiment ancien qui faisait partie sans doute d'un moulin, et qui est occupé par Charles Audry, qui va nous parler de son beau métier de tailleur de pierre et de restaurateur de monuments anciens. Leur restauration, leur sauvegarde est importante. Charles, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs de Radio Libre en Périgord. Comment êtes-vous devenu tailleur de pierre d'abord ? Bonjour. Alors ça, je ne sais pas comment je suis devenu tailleur de pierre. Apparemment, j'ai tout le temps voulu faire ça. Ma mère m'a toujours dit que je voulais tailler de la pierre, et tout petit, je taillais de la pierre. Et elle dit, bon, c'est ma mère, elle n'est pas objective, je pense, là-dessus, mais elle disait que j'ai taillé mon premier caillou à l'âge de 5 ans, ce qui me paraît un petit peu invraisemblable. Mais bon, je sais que vers 8 ans, je tapais dans la pierre déjà, j'avais déjà cette attirance, alors que je n'avais aucune influence extérieure. Ah oui, c'est quelque chose qui m'intéressait tout petit. Alors on parlait de sculpture à l'époque, oui. On ne parlait pas de taille de pierre. Oui. Mais donc je voulais je voulais être sculpteur, mais en cherchant, en trouvant des écoles, il n'y avait pas d'école de sculpture, on m'a mis dans une école de taille de pierre dans la Creuse, à Felletin. Ah. Ouais. Vous êtes, c'est la région dont vous êtes originaire ? Non, je suis originaire de Ruffec. Ah, de Ruffec. Ouais. Donc vous êtes un Charentais pur sucre. Pur. Alors, la taille de la pierre, c'est une vocation ancienne, spontanée. Vous l'avez apprise donc à Felletin. Comment est-ce que déjà à ce moment-là vous avez une spécialisation et vous avez été attiré par la restauration des Non, alors ça c'est venu après la restauration des monuments historiques. À l'école, disons qu'on nous apprend les bases, bien sûr. C'était un CAP en 3 ans à l'époque. Et ensuite, on s'orientait. Il y avait encore des petits tailleurs de pierre, des artisans qui travaillaient. On s'orientait plutôt là-dedans. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il y avait les monuments historiques, parce qu'à l'école, quand même, en dernière année, il y avait une entreprise qui venait, non pas pour du recrutement, mais qui venait quand même se présenter en disant que nous, plus tard, on aurait besoin de tailleurs de pierre. D'accord. Et donc, ça, c'était des entreprises de monuments historiques. Ah. Et là, on a entendu parler de monuments historiques, restauration et cathédrale, bien sûr, qui nous faisait rêver, château et compagnie. Donc, après, on ne s'orientait pas directement en monuments historiques, mais il y avait une spécialisation quand même sur Paris qui pouvait nous former pour les monuments historiques. Et cette spécialisation, vous l'avez faite ? Non, moi je ne l'ai pas faite. Donc vous avez appris sur le tas alors. Le monument historique, oui. Oui, ça c'est. Ensuite, j'ai travaillé chez des artisans, mon premier employeur, lui, était compagnon, mais il ne tournait plus en France. Il avait son atelier près d'Angoulême. Et donc, on faisait de la cheminée, du mobilier de jardin. Et c'est plus lui qui m'a orienté vers le monument historique ensuite. Mais alors, Felletin, ça n'a rien à voir avec les compagnons. Rien à voir. C'est une école. Ça, c'est une école classique, mais du bâtiment. Une école professionnelle. Oui, professionnelle du bâtiment, voilà, c'est ça. Mais alors, il y a tous les corps de métier du bâtiment, oui. Du gros œuvre, la peinture, menuisier, charpente, taille de pierre. C'est la prolongation de la tradition des maçons creusois. Exactement, c'est là-bas que ça s'est. Mais c'était une école réputée à l'époque.
Alors, Donc, les monuments historiques, comment vous avez abordé ça par quel type biais de chantier alors, mon premier chantier monument historique, je crois que je suis monté sur Versailles. Sur Versailles, non, c'était de la restauration de cheminées. Ça, c'est très intéressant aussi, la restauration de cheminées anciennes. C'est très riche dans le style, dans la recherche des moulures, les patines et la restauration. Ça, c'est très intéressant. Et après, de Versailles, je suis rentré dans une boîte de monuments historiques qui était à Meaux, en région parisienne, là-bas, en Seine-et-Marne. Voilà. Ah oui, alors c'est-à-dire que là, vous avez travaillé dans plusieurs entreprises, mais qui étaient des entreprises privées Voilà. spécialisées dans la restauration. Alors, la restauration de cheminées, ça, c'était une entreprise privée. Enfin, Monument Historique, c'est privé aussi, mais qui travaille pour l'État, quoi. Oui. Et ensuite, sur Meaux, c'était vraiment ma première entrée dans les monuments historiques. Et Versailles et puis les cathédrales de la région parisienne, enfin de l'Île-de-France, vous avez commencé quand même par le nec plus ultra. Pour vous, c'est aussi gratifiant de travailler sur une église rustique. J'ai plus de plaisir à travailler sur des petites églises de petites communes que sur par exemple, là, je citais, on travaillait à l'atelier sur la cathédrale de Paris, il n'y avait rien d'intéressant à faire. Oui. Ouais. Après, il aurait fallu aller sur le site de la cathédrale, là, c'est plus intéressant. Alors, en dehors, est-ce qu'il vous arrive de travailler hors de l'endroit, c'est-à-dire de ne pas être sur le chantier, mais de tailler ailleurs pour l'entreprise? Non, vous êtes toujours sur le site. Toujours sur le chantier, oui. Ouais, c'est sur le chantier ou alors au dépôt, à l'atelier. 9 fois sur 10, on est sur le site et c'est là le plus intéressant parce que si on a besoin de cotes, on est sur le taille et puis voilà, on monte à l'échafaudage, on regarde nos cotes, on fait moins d'erreurs. Il y a quelque chose qui fait partie de la taille de pierre, c'est ce qu'on appelle la stéréotomie. En fait, la stéréotomie, c'est le tracé pour la coupe des pierres. Pour toute chose, il y a vraiment une base et il y a un fil conducteur à tenir. Et il y a tout un dessin qu'il peut y avoir avant pour arriver à l'aboutissement d'une pierre, comme un escalier ou alors une clé de voûte. Il y a tout un tracé, il y a quelque chose de très riche ou un balustre, ce qu'on appelle les balustres qui sont pas droits mais orientés, enfin inclinés. On appelle ça des balustres rampants. Et là, il y a toute une déformation de moulure qui s'étire. C'est des calculs d'angle. C'est des calculs d'angle, des reports de traits. Voilà, des... alors on travaille avec des gabarits. Avant, il y a tout un dessin à faire avec des reports d'angle, des reports de points tout est calculé. Et ça, c'est très enrichissant aussi. Et après, de là, quand on a fait notre dessin, comme vous dites, on découpe un gabarit que l'on pose sur la pierre, qu'on dessine, enfin on suit les contours du gabarit, et après on peut tailler la pierre suivant le contour du gabarit. Et après, quand vous êtes juste tailleur de pierre, quelqu'un qui fait les dessins, on appelle ça un appareilleur, celui qui fait les dessins, et lui, il vous donne tous les plans, quoi. Lui, il dessine, il peut faire que ça, et il vous donne le gabarit, il dit, bon voilà, faut faire cette pierre-là. Donc on peut être tailleur de pierre sans avoir cette formation. Voilà, c'est pas nécessaire. Mais quand on l'a, c'est vraiment quelque chose en plus, quoi. Et là, c'était aussi quelque chose qui était enseigné à Felletin? Non, alors ça, malheureusement, on avait des bases, oui. Mais on n'avait pas, c'était pas poussé. Non, comme ensuite, maintenant, il y a un logiciel qui existe. Alors, je connais pas. Moi, j'ai jamais utilisé. Et ce logiciel vous fait tout, quoi. C'est tout informatisé, oui, quoi. Tout ça, c'est relié. Mais d'après que c'est pas mal, les gens qui l'utilisent. Toutes les restitutions en 3D. Voilà, c'est ça, c'est exactement. En fait, c'est la 3 dimensions. Vous avez maintenant, si c'est pas indiscret, quelle ancienneté dans le métier? Ah, maintenant, je dois avoir, parce que j'ai commencé tôt, du coup, parce que j'étais à Felletin, j'avais pas 14 ans, je crois, donc du coup j'ai arrêté. Ensuite, après, j'ai voulu faire une autre formation qui n'a rien à voir, de 2 ans. Autrement, je n'ai fait que de la taille de pierre, donc ça fait maintenant, ça va faire pas loin de 30 ans, oui, donc, depuis le départ. Vous êtes un tailleur de pierre plus que chevronné, alors. Commencez à avoir. Ça va. Est-ce que vous avez vu? On m'écoute maintenant. Non, avec l'ancienneté, les jeunes, c'est obligé qu'ils écoutent, quoi. Oui, là on peut faire comme ça. On peut alors, pendant ces décennies-là, est-ce que vous avez vu évoluer le métier? Ah oui. Alors ça, je l'ai vu. Comment? Alors c'est-à-dire qu'au début, on travaillait vraiment la pierre, et au fil du temps, le travail de la pierre s'est amoindri. Ça devenait de la maçonnerie. C'est devenu... Il y a des produits qui existent qui imitent la pierre aussi, et c'est une espèce de ciment...
qu'on étale sur les pierres qui sont abîmées, et puis qu'on peut retailler, qui deviennent dures comme de la pierre, et puis qu'on peut retailler. Il y a eu l'évolution des machines, mais ça, à la limite, nous, on n'y touche pas trop, quoi. C'est sur les chantiers, on n'a pas besoin de grosses mécaniques. Après, en atelier, oui, il y a des trucs qui sont des machines numériques. Pour faire des moulures, faire des détails, des choses comme ça. C'est formidable maintenant. Oui, parce que aussi, pour le dégrossissage de certaines pierres, on voit alors ça, c'est plutôt les sculpteurs qui utilisent, qui vont carrément à la tronçonneuse. Ah oui, mais c'est ça. Mais autrement, on a des disqueuses, on a des tronçonneuses sur les chantiers. Ça, et ça, c'est vraiment pour équarrir, pour enlever le plus gros. Ça a dû quand même simplifier le travail. Pour des choses, par exemple, souvent on a des blocs cubiques à faire, donc un coup de disqueuse, ça nous avance beaucoup le travail, ça c'est pratique, hein, il n'y a pas à tortiller. Ou pour débiter, plutôt que de faire venir en carrière des blocs qui sont à dimension directement, on peut faire venir des gros blocs, et nous, que l'on coupe à dimension. Mais autrement, l'évolution dans le travail en lui-même, je vous dis, c'est plus c'est pas un désintérêt de la pierre sur les bâtiments, parce que je pense que c'est une question de finance avant tout, mais c'est ce manque justement de pratique de la pierre. On se tourne de plus en plus vers de la maçonnerie, de la restauration. Mais ça, c'est par souci d'économie. Oh, j'ai l'impression, ouais, je dirais ça, parce que sinon, tout le monde voudrait que ce soit tout en pierre, que la pierre revienne. Quand même, quand on fait une restauration d'un monument historique prestigieux, je pense que même les maîtres d'œuvre, quand même, doivent pas être tellement attirés par des pierres reconstituées. Non, pas spécialement, mais je crois que des fois, ils sont obligés. Et puis ils se disent, si c'est juste un petit éclat, il n'y a pas besoin... Enfin, un petit éclat, il y a des limites dans les éclats, bien sûr, ou l'usure de la pierre. Il y a des pierres que c'est pas nécessaire de changer. On arrive bien à imaginer que quelqueuvent, ces nouveaux matériaux vous rendent service. Pour colmater les fissures, alors là, il y a ça aussi. C'est aussi une conservation du matériau ancien d'origine. Tout ce que vous pouvez conserver. Ça c'est... D'autre part, alors... avec le recul que vous avez d'expérience maintenant, est-ce que vous avez des pierres préférées ? Oui, les pierres les plus fines, bien sûr, comme les pierres de Haute-Vienne, de Vienne, pardon, comme le Lavoux, le Chauvigny, tout ça, c'est des pierres fines. Où il y en a Pont aussi. C'est de la pierre fine, Pont, Jonzac, tout ça, c'est... Mais tout ça, c'est des pierres calcaires. Tout ça, c'est des calcaires. C'est des pierres calcaires. Et le granit, c'est autre chose. C'est intéressant, le granit aussi. C'est pas du tout le même outillage. Mais ce qu'il y a maintenant, le granit, on le travaille très mécaniquement. Disqueuse, boucharde. Boucharde, c'est un instrument pour faire pour enlever le vernis, si vous voulez, de la disqueuse. Le vernis, la tranche de la disqueuse, il y a un côté qui est brillant, qui est lisse. Pour restituer un aspect, pour restituer le grain, tout simplement, exactement, c'est ça. Et ça, c'est mécanique maintenant. Ça. Après, il y a des petites moulures, mais on va pas très loin dans notre région, là, dans le granit, c'est pas... Il faut dire que le granit est assez rare, là, quand même, dans les... là, on se rapproche quand même, là, il y a la zone de Saint-Estèphe, mais alors après, il faut aller en Haute-Vienne. Voilà, c'est ça, c'est la Haute-Vienne, où on s'est rencontrés, c'est limite Haute-Vienne, c'est en Dordogne, mais c'est limite Haute-Vienne. Mais ça m'a fait plaisir de reprendre le granit, parce que c'est là-dessus que j'ai fait mon apprentissage à Felletin. Oui. Et là-bas, c'était la région du granit. Oui, alors, on ne vous est pas quand même commencé par le plus facile, parce que j'imagine quand même que travailler un calcaire bien homogène, ça doit être plus facile. Honnêtement, oui, c'est beaucoup plus facile, mais après, c'est une autre approche, c'est une autre méthode, c'est d'autres outils. Mais c'est pas inintéressant, le granit, de toute façon. La pierre dure, c'est pas mal. Est-ce qu'il vous est arrivé des choses comme des basaltes, des choses comme ça peut être très dur, ça. Vous n'avez jamais eu l'occasion? Non, jamais, non. Non, j'ai vraiment taillé calcaire, granit, un petit peu de marbre, mais c'est tout ce que j'ai appris. Est-ce que vous vous êtes limité aux bâtiments religieux ou est-ce que vous avez fait un peu de tout vous parliez des cheminées tout à l'heure. Oui, les cheminées, qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans ce que vous avez fait? Le plus intéressant, je crois que c'était... Alors, le monument historique, c'est intéressant parce qu'on est sur des sites quand même très riches. La restauration de cheminées, c'est très riche. Je regrette de ne pas avoir poussé un petit peu plus là-dedans. C'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de choses en cheminée. Les cheminées parlent, si on peut dire. Parce qu'il y a toute une histoire sur la cheminée, sur les styles. Alors, les rapports
avec les responsables des chantiers, c'est-à-dire avec les gens des monuments historiques, qui ont la réputation d'être des gens terribles, extrêmement exigeants. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe Oui, ils sont exigeants. Oui, les architectes ou alors les gens qui sont responsables des monuments historiques exigent, mais ça c'est normal de toute façon, qu'ils exigent quelque chose de bien précis. Comment ça se passe concrètement? Alors on vous confie un chantier, et puis après il y a des examens périodiques. Voilà, alors on nous confie le chantier, c'est un architecte qui nous confie le chantier, qui lui a vu avec les gens responsables de ces monuments historiques déjà, qui a un état des lieux qui est fait, l'architecte lui propose, on va faire ça, suivant les budgets c'est accepté ou c'est refusé. Et ensuite, nous, on nous donne la charge de travail à faire. Et là, la charge de travail, ça, on l'a fait. Mais ce qui arrive de temps en temps, c'est que quand on a fait le travail et que c'est posé, on se rend compte, c'est peut-être pas tout à fait ça non plus. Donc, il faut modifier des choses. On peut pas dire, c'est comme sur une carte, je veux ça comme ça, je veux que ce soit comme ça. Une fois que c'est posé, une fois que c'est créé, on se dit, non, là, il y a quelque chose qui va pas. Souvent, c'est de la patine, ou c'est l'aspect de la pierre, ou le vieillissement de la pierre qu'il faut... ça, c'est vous. Ah, ça c'est nous. C'est au moment où il y a une réception. Voilà, c'est ça, ouais. C'est avant la réception des travaux, parce que la réception des travaux, le chantier est clôturé, la réception, c'est vraiment, on regarde si tout est bien. Alors, est-ce que justement à la réception, quelquefois, ça se passe mal, où il y a c'est avant la réception. Il y a des réunions régulièrement toutes les semaines à peu près sur les chantiers, avec l'architecte, les gens de la DRAC, enfin tous ces gens-là, le maire, et donc avec eux. On voit ce qui ne va pas, ce qui a été fait, si ça convient ou pas. Souvent ça convient, mais parfois ça convient pas non plus, quoi. Mais comme je vous dis, ça tient à... C'est pas sur la façon d'avoir taillé la pierre ou de l'avoir posée, c'est souvent sur l'aspect final, l'aspect esthétique. Voilà. Donc ça peut être du vieillissement. Vous parliez de patine tout à l'heure. Ça peut être le vieillissement qui est pas assez vieilli. Parce que nous, on nous dit, l'architecte nous dit, je veux que ce soit vieilli comme ça, donc on le fait comme ça, on va pas aller à son encontre. La couleur des patines, c'est pareil. S'il veut une patine jaune, on va pas lui mettre une patine rouge. C'est lui ensuite qui dit je veux cette patine et si ça convient pas, il peut se permettre de la changer. Comment ça marche? Quels sont vos secrets? Ça, c'est des choses que vous apprenez en apprenant le métier de tailleur? Complètement, dès le départ, ça c'est des choses qu'on apprend. Et en quoi ça consiste? Alors la patine, c'est pour rendre l'aspect, sur une pierre neuve je parle, c'est pour rendre l'aspect original par rapport à l'ensemble du bâtiment. Alors il y a le grain de la pierre déjà, faut pas se tromper sur le grain de la pierre. Ensuite, il y a le vieillissement de la pierre parce que le bâtiment a été usé avec le vent. Il peut y avoir la végétation, il peut y avoir des fissures. Et ensuite, il y a la couleur. Et la couleur, on la traite en faisant des patines. Donc les patines, ce sont un mélange de pigments. C'est des pigments, voilà, où souvent c'est naturel. Ouais, quoique maintenant, je pense que c'est de moins en moins naturel peut-être parce qu'on peut avoir des couleurs, des bleus assez variés quand même. Mais ça, c'est quand même nous qui nous faisons notre patine. Ouais. Ça, c'est l'œil de l'ouvrier qui va regarder, qui va dire ça, il faut que ce soit noir, il faut que ce soit jaune, c'est un mélange des deux. On a vraiment une palette de couleurs que l'on applique sur la pierre comme ça, et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui se noie et non pas... c'est pas un coup de peinture, c'est pas un coup de pinceau qu'on met comme ça, sinon ça va se voir. Donc il y a des nuances sur la pierre, rien n'est régulier, et il faut jouer avec ça, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Un vrai travail de peintre. C'est de l'art, hein. On peut dire que c'est du patinage artistique, si vous voulez. Non, c'est vraiment quelque chose de... Une autre question que je me pose aussi, c'est celle de la science que vous avez acquise, de la santé des pierres. Il y a des pierres qui sont malades, il y a des qui sont en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les cas où vous êtes aperçu que c'était en tellement mauvais état que ça allait engager des travaux beaucoup plus importants? Souvent, c'est ça. C'est tellement en mauvais état, alors ça engage des frais, ça c'est sûr, et puis du travail. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça coûte trop cher, parce que encore une fois c'est le budget. On va laisser non pas la pierre malade, mais on va gratter ce qui va tomber. On va figer la pierre avec un produit. Ça, c'est un reminéralisant, on appelle ça, qui fait ressortir les sels minéraux de la pierre, et puis en surface qui la protège, quoi, en même temps. Par exemple, on peut avoir des restes de moulures ou de sculptures, quoique les sculptures, là il y a une différence entre la taille de pierre et la sculpture. Ça, on touche pas aux sculptures, nous. C'est pas. Mais si on a des moulures qui sont très abîmées, ou si on a un semblant de lecture sur une moulure qu'il faut conserver, ça on peut appliquer ce produit qui va protéger encore quelques temps la pierre pendant des années, des décennies. Ouais. Et ensuite l'architecte qui reviendra travailler dessus pourra dire maintenant elle est trop usée,
On a encore un petit peu de lecture sur cette pierre, on refait la même, on a le budget et là on peut la changer. Quoi. Quand vous dites lecture, ça veut dire que on devine ce qu'il y a encore, par exemple s'il y a un modillon. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est l'architecte qui décide, il dit on fait une base comme ça avec telle moulure et là on recrée du neuf. Quoi. Est-ce qu'il y a des maladies de la pierre ou est-ce que vous avez constaté, en tout cas dans certains milieux, peut-être pas en pleine campagne, mais des maladies de la pierre qui vous paraissent résulter de la pollution Alors dans la pollution, oui. Alors il y a les mousses, enfin pas les mousses, je sais pas c'est ce qui les alimente vraiment. Enfin c'est pas vraiment des mousses, ce sont des lichens, des trucs comme ça, et une pellicule noire quoi qui est sur la pierre, une petite pellicule d'un millimètre peut-être, une petite croûte comme ça qui est noire, et puis ça on le constate en ville systématiquement de toute façon. Après en campagne on constate ça aussi, mais ça c'est parce que les mousses, les lichens, ça se rencontrer à peu près partout, mais alors partout, ça, est-ce que ça a une action vraiment érosive Alors les mousses en elles-mêmes, j'ai pas l'impression quoi, ça c'est pas, mais alors ce qui est très mauvais par contre ce sont les lierres, les ronces, parce que ça c'est très résistant, ça se met vraiment dans les fissures, ça ressort, et puis bien sûr en grossissant ça abîme la pierre, ça y a pas de doute. Mais après les mousses et les lichens, c'est pas très méchant, ça fait pas de dégâts. Alors il y a pas de produits, bien sûr, il y a pas de produits pour les traiter. Déjà on met pour les mousses, ce sont des produits bio, enfin maintenant ce sont des mais moi je me dis que pour le bâtiment quand même, pour ces bâtiments-là, ce serait bien quand même un produit un peu plus fort qui soit... Tout à l'heure, vous parliez d'usure du bâtiment, le temps, tout ça, mais la végétation, il fait aussi beaucoup. Ouais, ça, c'est... Un bâtiment, vous allez le laisser sans entretien, sans rien, vous avez tout de suite... c'est pas rare qu'on voit sur les toits ou sur les corniches des bâtiments des arbres qui poussent, des ronces qui arrivent à pousser là-dedans. Charles, est-ce que vous pensez que la relève est là ? Est-ce qu'il y a toujours des jeunes qui sont intéressés par le métier de tailleur de pierre ? Oui, il y a toujours des jeunes intéressés. Ouais, mais par contre, les pauvres, c'est qu'ils n'ont pas la bonne formation, mais plus beaucoup de travail dans la pierre. Moi, je trouve, il n'y en a pas assez de toute façon. Et ils n'auront pas l'expérience, ou alors ça va prendre énormément de temps. Nous, quand on a commencé, on faisait tout de suite de la taille de pierre. Et on était vraiment embauchés comme tailleurs de pierre. Maintenant, les jeunes tailleurs de pierre sont embauchés comme maçons. Pourquoi est-ce qu'on est conduit toujours à sauvegarder des monuments comme ça, en disant, ça, il faut quand même le sauver ? Est-ce que c'est uniquement l'autorité publique qui décide de ça, ou l'autorité religieuse, ou bien est-ce que vous pensez que de la part du public, il y a une volonté de garder certains monuments oui, ça j'en suis convaincu. Ça, c'est qu'on soit religieux ou pas, ce genre de bâtiment, c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui nous touche, j'ai l'impression, et ça, on l'a constaté quand la cathédrale a pris feu à Paris. Les gens ont été énormément touchés, je trouve. Quand même un bâtiment comme ça qui prend feu, un bâtiment religieux qui a toute cette histoire. Je pense ça dégage quelque chose de respectueux et d'honorable à défendre, quoi. Et vous-même, donc, cette émotion, dans votre travail de restauration, il vous arrive d'éprouver cette émotion en disant, voilà, il y a des gens qui ont construit ça il y a tant de siècles. Oui, au début, mais plus maintenant. Ça, c'est passé, ça. Ah bon Malheureusement. Comme un travail un peu mécanique. Pas mécanique, mais parce que quand même le goût. Oui, mais le goût est toujours là. Mais ressentir des émotions, non, ça, je pense que c'est comme un chirurgien, enfin, ou je sais pas, quelqu'un qui travaille à l'unité. Voilà, c'est devenu une routine, et on le fait. Enfin, moi, je sais que je le fais tout le temps avec passion. Ça, c'est quelque chose. Mais après, ressentir vraiment les choses, il y en a qui vont dire, ouais, moi, je ressens la pierre. Ouais, pourquoi pas, c'est tout à fait. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, alors que je suis complètement ouvert à ça. Hein, c'est pas. Mais oui, j'aimerais bien ressentir un peu plus d'ailleurs. C'est côté l'âme de quelque chose. En dehors de la restauration, vous pensez que l'avenir, vous pensez que la taille de pierre a de l'avenir dans notre pays, même avec le surgissement de tous ces matériaux nouveaux. Du moment qu'il y aura des monuments historiques, il y aura, parce qu'il y a vraiment du travail en monuments historiques. Oui, voilà, depuis 20 ans, c'est ça. Alors je pense qu'il y aura toujours à un moment donné
du travail dans la pierre. Mais après, moi, j'ai peur que l'on sache moins bien travailler. Par rapport, vous me demandiez tout à l'heure, par rapport à mes débuts, l'évolution, je trouve qu'on travaille moins bien. Moins lentement Alors, moins lentement, ça c'est sûr. C'est parce que maintenant, il faut aller très vite, tout le monde le dit. Mais ça, on vous donne, vous sentez cette contrainte en étant vraiment un artisan, on est poussé par un artisan d'art, on vous pousse en disant... on est ouvrier. Oui, bien sûr, mais enfin quand même, vous incorporez quand même il y a une dimension artistique dans votre travail. Artisanale, plutôt, on va dire artisanale, parce qu'on n'a pas de... Si vous restaurez une cheminée bien moulurée... on n'est pas artiste, vraiment. On est ouvrier avant tout, artisan de l'art, si vous voulez. Je peux peut-être préciser une chose aussi, c'est par rapport, on parlait de sculpture, de taille de pierre, c'est qu'il faut bien différencier, on n'est pas sculpteur et on est vraiment tailleur de pierre. C'est, la sculpture, ça va vous emmener sur quelque chose d'artistique et de pas, je ne vais pas dire pas concret, mais la sculpture, vous pouvez partir, sauf si vous faites de la sculpture académique, la sculpture, vous pouvez partir sur quelque chose de votre imagination, c'est vous qui le faites avec votre ressenti, tandis que la taille de pierre, on part vraiment d'un trait qu'il faut suivre. D'un trait ou d'une courbe, enfin il y a un tracé. Si on fait cette moulure, nous on a un gabarit pour faire ça, alors que la sculpture, ce sera... un petit peu pas au hasard parce que droite, on va faire une voilà, exactement, c'est ça, et là il y a pas de tracé spécial pour faire un visage, sauf si vous voulez respecter des proportions. Et vous, alors la sculpture, ça vous tente? Oui, c'est intéressant. Vous en faites un peu, je fais un petit peu de trucs, mais ça c'est pour moi. Vous avez des petites fleurs là. Oui, vous verrez là tout à l'heure, c'est une jolie stèle que je fais pour ma mère qui est toujours de ce monde, mais qui veut voir sa stèle. Très bien. Et je trouve ça vraiment très sympa à faire. Non, c'est très... Là, quand je taille cette stèle, là, j'ai vraiment un ressenti. Ça, c'est marrant, parce que cette pierre est neutre, elle sort de carrière, et donc il n'y a rien eu dessus. Et j'ai l'impression que c'est pas moi qui retransmets à la pierre quelque chose. C'est quelque chose qui va avoir un destin. Ah oui, voilà, exactement. Mais votre maman est au courant. Vous n'allez pas lui faire la surprise quand même. Non, c'est pas. Non, c'est elle qui me l'a demandé avant tout de faire quelque chose pour elle. Vous avez fait allusion à une autre formation tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres passions que la taille de pierre? Là, vous habitez à côté de la Tardoire. Est-ce que vous pêchez la truite? Non, alors j'ai pas de passion. Enfin, je ne pratique aucune passion. J'aime bien l'astronomie, ça par contre c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Je pense que si je retrouvais, j'ai fait des claquettes à une époque. Je trouvais ça très intéressant, les claquettes aussi. Ça c'est. Après, si je devais refaire quelque chose, changer de métier par exemple, je crois que je me tournerais sûrement vers la lutherie ou l'horlogerie, un truc comme ça. On reste quand même dans l'artisanat d'art. Oui, voilà, ouais. Et puis on a moins de charges à porter. Et on est au chaud. Mais alors, l'astronomie, pourquoi l'astronomie? Ça, c'est un aspect de votre métier, quand vous dites on est au chaud, qu'on n'a pas évoqué, parce que est-ce que quand même, il y a des côtés négatifs où vous arrivez de trouver que mais ça, c'est ce partout, métier est dur. Là. Voilà. En ce moment, vous avez mal au dos. Oui, voilà, ça, en sûr plus, donc ça, c'est aussi un des risques du métier. Ah, mais complètement. Je m'y suis mal pris, sûrement, pour brasser une pierre. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a un cumul de fatigue dans le dos au bout de quelques temps, et puis en vieillissant, c'est normal. Je me suis souvent interrogé sur la condition des gens qui construisaient les cathédrales et puis qui étaient en plein vent, là, plusieurs dizaines de mètres de haut. Oui, c'est sûr, c'est pas le côté agréable, entre guillemets, parce que quand vous êtes quand même haut comme ça et que vous avez un panorama... je trouve ça très, très sympathique, quoi. Après, il y a du vent, c'est sûr, ça fait... voilà, c'est pas toujours confortable, mais c'est assez équilibré, quoi. Après, ce qui est très désagréable, c'est la pluie. Quand on travaille et puis qu'il pleut, ça, c'est pas du tout agréable. Le vent, ça, je peux le supporter. La chaleur, ça me dérange. Non, puis il y a pire que nous, comme les charpentiers ou les couvreurs. Donc, alors l'astronomie, quand même. L'astronomie... dites-nous quelques mots sur l'astronomie. Vous faites des observations? Non, moi, c'est juste un amateur comme ça. Je regarde le ciel, j'ai même pas de lunettes, j'ai ma carte du ciel comme ça, puis j'aime me repérer, j'aime regarder tout simplement ça, me dire tiens, ça je connais ça, ou alors tiens, ça je connais pas. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté sur votre magnifique métier. Au revoir. Au revoir. Les pieds dans les voraces, chenilles du
tapis, sans retrouver de traces de vivre de rubis. Questionner sur C'était ce Tranche de vie, le sable une émission proposée par Jean-François. taciturne